Très bien. Donc, bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation sur les futurs index en lien avec la longévité, donc la fertilité à l'IA, les nouveaux index laitiers et les anomalies génétiques. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des caractères liés à la longévité qui sont déjà pris en compte dans les accouplements programmés Capgene. Donc, ils sont basés sur l'ICC, l'index combiné Caprin, qui est un index de synthèse économique. Il est évolutif et adaptable en fonction des besoins de la filière. Donc aujourd'hui, l'ICC en alpine, il est composé de l'index de production Caprin plus 0,5 fois l'index morphologique Caprin. Et en CANN, c'est très proche, mais c'est plus 0,6 de l'index morphologique Caprin. Donc il y a des caractères fonctionnels qui ont été ajoutés dans l'ICC pour les accouplements programmés. Donc, depuis 2015, il y a un index cellules somatiques. Et en 2023, il y aura l'index fertilité à l'IA. Donc, ça, c'est des diapos qui ont été faites par Marjorie Chassier et Virginie Clément, qui ont travaillé sur la fertilité à l'insémination artificielle. Donc, ici, vous avez un graphique qui montre la réussite à l'IA selon l'année. Donc on peut voir que la fertilité à l'IA, elle est à peu près constante, autour de 60% de réussite à l'IA. Ça varie peu, à l'exception de l'année 2017. Donc il y a une évaluation de la fertilité à l'IA qui a été développée. Les héritabilités ont été estimées autour de 0,4, 0,5, 0,04 et 0,05. Donc, ce sont des héritabilités qui sont modestes, mais il y a un écart type génétique qui, lui, est assez important, puisque avec un écart type génétique, on a des différences de 9 à 8% de différence de réussite à l'IA pour un écart type génétique. Donc ça, c'est assez important. Donc, on peut faire une sélection à l'IA et l'indexation, elle tourne depuis 2020. Donc, ces index, ils vont être utilisés pour les premiers accouplements en 2022, donc pour les filles à naître en 2023. Ok. Ah, je suis allé trop vite. Il y a un petit lag. Ok. Donc ici, vous avez en fait un graphique qui vous montre concrètement le lien entre l'index génétique et la performance. Donc ici, vous avez des boucles avec des index très négatifs, de moins de 2. Et ici, des boucles avec des index très positifs pour la fertilité à l'IA. Et on voit qu'il y a des différences de réussite à l'IA qui sont très différentes. Donc, pour les filles des boucles les plus mauvais en fertilité à l'IA, elles ont des réussites autour de 45%, alors que les boucles avec les meilleurs index pour la fertilité, les filles, elles sont à 73% de réussite à l'IA. Et on a une corrélation entre l'index et le taux de réussite qui sont très bonnes, autour de 0,90. Voilà. Donc maintenant, on va passer plus sur la fertilité en tant que telle. Donc ici, c'est un graphique qui avait été publié dans le magazine Capgene, qui a été produit par Isabelle Pallière. Donc on voit bien la diminution en fait de la vie productive des chèvres, parce qu'entre les chèvres nées entre 91 et les chèvres nées entre 2011, on voit qu'on a une perte d'à peu près presque un an, presque une lactation en fait en 20 ans. Donc il y a comme Pierre vous l'avez dit précédemment, il y a une indexation génomique de la longévité fonctionnelle qui est en cours.
Donc la longévité fonctionnelle, c'est la longévité corrigée par la production laitière, qui est développée par Isabelle Pallière de l'INRA. Il y aura un index qui sera disponible en 2022 pour les mâles d'IA, dans le cadre du projet MALO. Et le problème de cette indexation, c'est que l'héritabilité est faible et qu'en plus, pour avoir un index avec une bonne fiabilité, il faut au moins qu'il y ait 20 ou 30 filles qui aient fini leur carrière. Donc ça veut dire que pour avoir un index précis pour un bouc, il faut à peu près 6 ans. Et comme vous le savez, les boucs qui sont utilisés rapidement, dès qu'ils peuvent produire de la semence, et du coup, les boucs sont mis sur le marché avant d'avoir un index précis pour la longévité. Donc on essaye de décomposer la longévité en différents caractères. Donc comme on l'a vu précédemment, notamment par le programme TEPACAP autour de la résistance au strangle, parce que si on a des individus qui résistent au strangle, ils auront une longévité qui seront plus importante. On l'a vu dans le cadre du projet Smarter avec des caractères liés à la santé et au bien-être. L'enregistrement des causes de réforme également dans le projet Smarter. Et enfin, un autre programme qui s'intéresse à la génétique des kystes et des déséquilibres mammaires. Ensuite, il y a un dernier projet qui s'intéresse à la longévité fonctionnelle qui s'appelle le projet MALO. Il s'intéresse à la maturité. Donc aujourd'hui, on a une indexation officielle qui en fait produit un index lait pour tous les rangs de lactation. En fait, on peut développer un modèle qu'on peut appeler le modèle multi, qui permet en fait d'obtenir un index lait par rang de lactation. Donc, on s'est arrêté aux 3 premiers rangs de lactation pour avoir suffisamment de données par rang de lactation. Donc, on peut obtenir un index première lactation, un index deuxième lactation, un index troisième lactation. Et en fait, on s'est aperçu que les corrélations génétiques entre la première, la deuxième et la troisième lactation, elles n'étaient pas de 1, et qu'il y avait une différence entre produire du lait en première lactation et produire du lait en troisième lactation. Donc, on a eu l'idée de discriminer en fait les individus selon leur production en première et troisième lactation. Et c'est ça qu'on appelle la maturité. En fait, on pénalise la première lactation en mettant un coefficient négatif et on met un coefficient positif sur la troisième lactation. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre un index maturité élevé, c'est-à-dire des chèvres qui produisent moins que la moyenne en première lactation, mais plus que la moyenne en troisième lactation, et la longévité. Donc, pour bien comprendre en fait ce qu'est la maturité, on vous a mis ici un exemple illustratif. Donc, c'est un exemple qui est choisi avec deux chèvres extrêmes sur la maturité, mais qui au départ ont un index lait aujourd'hui qui est très similaire, autour de -100. Et donc, je vous ai dessiné ces deux chèvres, donc une chèvre rouge et une chèvre verte. Donc ici, vous avez la première lactation, la deuxième et la troisième lactation. Donc, on peut voir que la chèvre verte, elle commence bien plus fort, autour de 6 kg de lait dans les premiers contrôles, alors que la chèvre verte, elle est plutôt à 2-3 kg. Donc, à la fin, la chèvre verte, elle produit, parce qu'en plus, elle a une lactation de 500 jours, donc elle produit 2200 litres, alors que la chèvre rouge, elle produit 1000 kg. Donc, quand on regarde l'index première lactation, on a la chèvre verte qui a +4 et la chèvre rouge qui a -5. Sur les deuxièmes lactations, elles ont des deuxièmes lactations assez similaires avec des index deuxième lactation autour de entre -2 et -1. Des productions semblables autour de 1000 kg. Et par contre, sur la troisième lactation, il y a la chèvre rouge qui, elle, a les premiers contrôles autour de 6 kg, alors que la chèvre verte, elle commence à 3-4 kg, mais après, elle s'effondre rapidement. Elle fait une lactation qui est courte, autour de 200 jours. Donc, au final, la chèvre verte, elle va produire 400 kg et la chèvre rouge, 1400 kg.
Et en index troisième lactation, elle a -7, la chèvre verte a -7, alors que la chèvre rouge, elle est à +1. Donc au final, quand on fait l'index maturité, on a un index maturité qui est très négatif pour la chèvre verte, à -8, alors qu'il est positif pour la chèvre rouge, à +5. Et quand on a regardé les index longévité, ben on retrouvait le même ordre que pour la maturité, avec -96 pour la longévité pour la chèvre verte, alors qu'il était de +49 pour la chèvre rouge. Et quand on regardait le nombre de lactations effectuées par les deux chèvres, en fait, la chèvre verte, elle a arrêté sa carrière en troisième lactation, certaines en cours de lactation, en cours de troisième lactation. Donc, elle a fait 3 lactations pour 3500 kg, alors que la chèvre rouge, elle a continué, elle a fait 6 lactations pour 7000 kg de lait. Donc, voilà un peu l'idée de la maturité. Donc ça, c'est juste une diapo pour vous dire qu'effectivement, les corrélations génétiques entre première et deuxième lactation, c'est pas 1, mais c'est assez proche de 1. Entre deuxième et troisième lactation, on est aussi très proche de 1. Et par contre, entre première et troisième lactation, on a une corrélation de 0,75. Donc c'est pas tout à fait le même caractère de produire en première ou troisième lactation. Ici, c'est juste un graphique en fait qui montre les corrélations entre index pour des boucs, donc qui ont beaucoup de filles, entre l'index tel qu'il est utilisé actuellement et l'index première lactation. Donc c'est proche de 1. Entre l'index deuxième lactation et l'index actuel, c'est aussi proche de 1. Mais entre l'index troisième lactation et l'index actuel, la corrélation, elle est plus faible. Donc l'idée, en fait, ça serait peut-être de mettre un petit peu plus de poids sur l'index troisième lactation dans l'index tel qu'il est utilisé aujourd'hui pour classer les animaux sur la production laitière. Parce qu'après, quand on regarde la corrélation entre les différents index et la longévité, donc on voit que l'index tel qu'il est utilisé actuellement, on a une corrélation de -0,2. Donc ici, ça c'est pour les SANEN. On est autour de -0,2. Avec l'index première lactation, on est autour de -0,3. Et quand on regarde avec l'index troisième lactation, on a une corrélation qui est négative, mais qui est moins négative que pour la L1. Et quand on regarde avec la maturité, on a une corrélation qui est positive entre la longévité et l'index maturité. Donc, pour obtenir cet index maturité, il a fallu qu'on développe donc le modèle qu'on a vu, le modèle multi. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette maturité, c'est un bon prédicteur de la longévité au cours de la vie de l'animal? C'est-à-dire, est-ce que quand l'animal aura fait 3 lactations, on aura un bon CD pour l'index? Et est-ce que ce CD et cette précision, en fait, sera meilleure plutôt dans la vie de l'animal que la longévité? Donc ça, c'est ce qu'on va regarder avec Isabelle. Et ensuite, on voudrait voir quel est l'impact de l'introduction de la longévité dans l'ICC. Est-ce qu'on a un gros reclassement des boucs ou pas? Et ça, c'est ce qu'on va faire avec Virginie. Et en parallèle, il y aura un stage qui sera organisé avec le département d'économie de l'Institut de l'élevage, donc avec Bertrand Bluet et Nicole Bossis, pour en fait estimer l'importance économique de la longévité. Donc c'est une étude qui suit celle qui avait été réalisée en 2013 par Nicole Bossis déjà, elle étudiait le lien entre longévité et les différents systèmes de production. Donc il avait été vu que dans les systèmes pâturants, la longévité était meilleure que dans les systèmes spécialisés livreurs. Et donc là, maintenant, on veut s'intéresser au système livreur de l'Ouest et de l'Aveyron et de voir est-ce que parmi ces élevages, il y a des élevages qui ont une plus grande longévité que dans d'autres et quels sont les impacts économiques de cette longévité qui est différente. Et donc, il y aura les questions qui sont derrière, c'est quel est le coût d'élevage de la chevrette, combien de lactation pour payer le coût de la chevrette,
et quel serait un taux de renouvellement optimal d'un point de vue économique. Ensuite, en parallèle, il y a aussi un autre projet qui est le projet Présage, qui lui s'intéresse aux anomalies génétiques en petits ruminants, qui est piloté par Diane Buisson de l'Institut de l'élevage. Donc, elle s'intéresse aux anomalies génétiques. Donc, les anomalies génétiques, ça engendre un phénotype déviant par rapport au reste de la population. Ça s'accompagne très souvent par une mort précoce, donc une mort dès la naissance ou dans le fœtus, ou alors une réforme précoce. Donc, c'est souvent une mutation d'un seul nucléotide dans la séquence d'ADN, et ça se transmet d'une génération à l'autre. Donc, ça a des conséquences, bien sûr, psychologiques pour les éleveurs, des conséquences économiques, des conséquences pour le bien-être animal, une mauvaise image pour le public, et un discrédit vis-à-vis d'une race si elle a de nombreuses mutations délétères. Donc, la solution dans ce projet, ce serait de mettre au point un test ADN de diagnostic permettant de distinguer les porteurs, de faire une analyse génétique et enfin de faire intervenir différents acteurs du terrain par des déclarations, des descriptions cliniques et des prélèvements. Donc, ce projet, il se décline en cinq types d'actions. Donc, la première, c'est l'animation du projet. La deuxième, c'est d'évaluer les conditions de création d'un observatoire des anomalies génétiques. La troisième, c'est d'étudier la faisabilité pratique d'un observatoire à travers l'étude de cas pilotes, sachant qu'il y a un observatoire qui existe pour les bovins. La quatrième action, c'est d'étudier le déterminisme génétique des anomalies, donc de comprendre quel est vraiment les allèles qui sont responsables de ces anomalies. Et enfin, de regarder comment on peut gérer ces anomalies au sein de la population pour essayer, par exemple, de supprimer ces anomalies éventuellement de la population. Donc ici, vous avez les tares qui ont été enregistrés par Capgen avec les fréquences. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs types de caractères. Donc par exemple, trion surnuméraire non fonctionnel, pâturon, écartement jarré, trion surnuméraire fonctionnel. Enfin, voilà, il y a plusieurs tares qui ont été enregistrées. Donc du coup, les collègues de ce projet comptent sur les éleveurs et les vétérinaires pour continuer à faire remonter ces tares en fait pour qu'ils en aient conscience et qu'ils puissent continuer à étudier en fait le déterminisme génétique et la gestion dans la population de ces tares. Donc voilà, donc en guise de conclusion, donc on a vu que la longévité en élevage phénotypique, elle se dégrade et qu'on met différentes actions pour améliorer cette longévité. Donc par l'indexation de la longévité, l'indexation de la fertilité à l'IA, des réflexions autour de la maturité, essayer de mieux comprendre la longévité, d'étudier les anomalies génétiques, l'étude du déterminisme génétique des kystes et des déséquilibres mammaires, et enfin le projet TEPACAP autour de la résistance parasitaire. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai heureux d'essayer d'y répondre. Merci Mathieu. Effectivement, il y avait la question de Gérard Chabotti tout à l'heure, mais je ne sais pas si je pense que ça répond à la question qui était posée. Il y a une question de Bernard Poupin. Est-il possible de mesurer l'impact des lactations longues sur la longévité? Alors ça, c'est je fais aussi partie d'un autre projet qui s'appelle donc qui a été financé par l'handicap autour des lactations longues. Et du coup, on est un peu embêté avec les lactations longues et la longévité parce qu'on ne sait pas trop comment les prendre en compte. Est-ce qu'il faut les prendre en compte et alors au final, on regarde plus un nombre de lactations, mais on regarde un nombre de jours de production au cours de la carrière.
ou est-ce qu'on considère que c'est un caractère différent de faire des lactations longues et en fait on s'affranchit des lactations longues et on regarde que les lactations dites normales autour de 300 jours et on regarde un nombre de lactations qui finalement le caractère longévité, c'est cette capacité à enchaîner en fait les lactations avec une mise bas par an pratiquement. Donc ouais, c'est une bonne question, mais c'est difficile à appréhender en fait. Parce qu'en plus, il y a tous les cas de figure qui se passent. Il y en a qui enchaînent les lactations longues. Il y a des lactations longues qui sont vraiment voulues en début de carrière de l'animal, d'autres qui sont des lactations longues en fin de carrière. Donc c'est très compliqué à prendre en compte en fait le lien lactation longue longévité. De façon brutale, tu sais, j'avais regardé, j'avais pris les chèvres sans lactation longue et les chèvres avec lactation longue, donc sans regarder si elles l'avaient en L1, si c'était voulu, subi ou je sais pas quoi, je savais pas. Il y avait 350 jours d'écart de longévité en faveur des femelles avec lactation longue. En moyenne sur toutes les chèvres du contrôle laitier que j'avais dans ma base de données il y a 4-5 ans, quoi. Donc comme si phénotypiquement on avait l'impression que les chèvres qui faisaient une lactation longue avaient plutôt un avantage en termes de longévité, mais tout ça est bien sûr à préciser, parce que lactation longue, c'est vrai que ça mélange des choux et des carottes, quoi, comme dit Mathieu. C'est important en tous les cas ce que tu indiques comme durée supplémentaire. En tous les cas, c'est vrai que le graphique que tu as représenté, qui avait été fait donc par toi, Isabelle, si j'ai bien compris, sur le constat en fait de diminution de cette longévité, c'est vrai qu'on a intérêt à s'en préoccuper parce que c'est énorme quand même comment ça a évolué sur quelques années. C'est obligatoirement un critère dont on doit tenir compte. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas si certains en auraient. Non. Eh bien, merci Mathieu. Je vous propose qu'on passe à la dernière présentation de la matinée qui va être faite à 2 voix.